Un homme musulman harcelé à l'aéroport, puis revient en étant propriétaire de la compagnie aérienne. Ibrahim vivait une vie simple et paisible dans les rues animées de Paris. C'était un homme de 33 ans, bien éduqué, travailleur acharné, et respecté par ses amis et collègues. Il avait grandi dans une famille musulmane traditionnelle, mais était un homme du monde moderne. Son travail d'ingénieur en informatique lui permettait de voyager fréquemment. Il aimait les voyages. Il aimait découvrir de nouvelles cultures et rencontrer des gens de différentes parties du monde. Ce jour-là, Ibrahim s'apprêtait à prendre un vol vers New York, une ville où il devait participer à une conférence de l'industrie technologique. C'était un voyage important pour lui, non seulement pour son travail, mais aussi pour son développement personnel. Après tout, une telle conférence serait un tremplin pour sa carrière. Il arriva à l'aéroport de Roissy tôt le matin, excité par le voyage à venir. Il portait une chemise élégante et un pantalon de costume. Sa barbe soignée et son turban faisaient de lui un homme respecté, mais aussi un homme qui attirait parfois les regards. Ibrahim n'y pensait pas beaucoup, il était trop occupé à se concentrer sur ses projets. Mais ce jour-là, quelque chose allait changer. Alors qu'il faisait la queue au comptoir d'enregistrement, une atmosphère étrange commença à s'installer autour de lui. Un couple d'un certain âge se tenait derrière lui. La femme jetait de temps en temps un regard furtif sur Ibrahim. Il la remarqua, mais n'y prêta guère attention. Puis, au moment où il s'approchait du comptoir pour se faire enregistrer, une autre employée de la compagnie aérienne, une femme d'une trentaine d'années, s'approcha de lui. « Excusez-moi, monsieur, vous devez passer un contrôle de sécurité supplémentaire, dit-elle froidement. Ibrahim la regarda, légèrement surpris. Il n'avait jamais eu de problème à l'aéroport auparavant. Son passeport était en règle, il avait toujours respecté les procédures de sécurité. Mais cette fois-ci, c'était différent. « Je suis désolé, mais pourquoi ce contrôle supplémentaire ? » « Je n'ai rien à cacher, répondit-il calmement. L'employé ne répondit pas immédiatement, mais fit un signe de tête vers l'officier de sécurité qui se tenait à l'autre bout de la salle. Elle semblait distante, presque indifférente. « Il suffit de suivre la procédure, monsieur. »« Ce n'est pas à vous de poser des questions, répondit-elle. Ibrahim sentit une pointe d'irritation monter en lui. Il avait l'habitude des contrôles de sécurité, mais celui-ci avait un goût amer. C'était évident qu'il avait été ciblé, non pas à cause d'un quelconque motif de sécurité, mais à cause de son apparence. Il n'était pas aveugle aux préjugés qui existaient dans la société, mais jamais il n'avait été confronté à une telle discrimination ouverte et humiliante. Il se dirigea donc vers l'espace désigné pour le contrôle de sécurité, mais ce qui arriva ensuite le laissa bouche bée. Il était l'unique personne sélectionnée pour une fouille approfondie, même si les autres passagers passaient sans encombre. Il avait l'impression d'être traité comme un criminel, sans raison valable. À ce moment-là, il entendit des murmures venant derrière lui. Le couple qu'il avait remarqué un peu plus tôt avait aussi remarqué l'incident. La femme chuchotait à son mari, tout en jetant des regards furtifs dans sa direction. Ibrahim sentit son visage devenir rouge. Ce n'était pas de la honte, mais de l'injustice. Il se sentit trahi par le système, par l'aéroport, et surtout, par la société dans son ensemble. Les minutes passèrent lentement alors qu'il était fouillé de manière intrusive. L'agent de sécurité semblait très méticuleux, mais en réalité, il faisait juste son travail, ou du moins, c'était ce qu'il voulait croire Ibrahim. Mais au fond, il savait que ce n'était pas la réalité. Ce n'était pas simplement un contrôle de sécurité, mais une discrimination bien enracinée, alimentée par les préjugés contre les musulmans. « Voilà, c'est tout, dit enfin l'agent de sécurité, avec un sourire forcé. Vous pouvez partir. » Ibrahim n'eut même pas le courage de répondre. Il était trop en colère, trop fatigué par cette situation. Il ramassa ses affaires et se dirigea vers la porte d'embarquement. Mais en y arrivant, une autre surprise l'attendait. Son vol avait été retardé indéfiniment. Il prit son téléphone et appela sa femme. « Je vais devoir attendre encore un peu, je ne sais pas pourquoi, mais le vol a été retardé. » Ce n'était qu'un retard. Mais l'humiliation qu'il venait de subir le marquait bien plus que cette simple attente. Les heures passèrent, et il n'arrivait pas à oublier l'humiliation qu'il avait subie. Ce n'était pas simplement le contrôle de sécurité, mais l'attitude de la compagnie aérienne et de ses employés qui l'avait vraiment blessé. Ibrahim, encore sous le choc, attendait patiemment à l'aéroport, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. À mesure que les heures passaient, il se sentait de plus en plus frustré et abattu. Il n'avait jamais eu à faire face à une telle humiliation auparavant, et cette sensation d'injustice le rongeait lentement. Pourquoi lui ? Pourquoi toujours lui, parmi tant d'autres passagers ?
Alors qu'il s'assoyait dans la salle d'attente, il entendit des bribes de conversation autour de lui. Le couple qu'il avait aperçu un peu plus tôt le fixait toujours, comme s'ils attendaient quelque chose de lui. Mais Ibrahim savait au fond de lui que personne ne viendrait le défendre. La société, l'aéroport, les passagers autour de lui, tout semblait indifférent à ce qui venait de se passer. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir que cela n'était pas juste. Il prit une profonde inspiration et se leva. Il était temps d'agir. Cette situation ne pouvait pas être laissée sans réponse. Ibrahim ne voulait pas juste passer à autre chose comme si de rien n'était. Il devait faire quelque chose. Il n'avait pas encore une idée précise de ce qu'il allait faire, mais une chose était certaine. Il ne laisserait pas cette humiliation définir son parcours. Le vol fut finalement annoncé, mais Ibrahim était loin de se sentir soulagé. Il monta dans l'avion, cherchant un siège près du hublot. Une fois assis, il s'éteignit lentement dans ses pensées. Ses émotions étaient un tourbillon, la colère, la frustration, la tristesse. Mais au fond de lui, quelque chose en lui commençait à se réveiller. Il savait qu'il devait se battre pour ce qui était juste. Pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient été injustement traités, pour tous ceux qui se sentaient invisibles ou inaudibles face aux préjugés. Le vol dura plusieurs heures, et Ibrahim passa la majeure partie de ce temps à réfléchir à ses options. Quand il arriva à New York, il se sentait vidé, comme si toute cette histoire venait de le consumer. Mais il savait que c'était là que son vrai combat commencerait. Il passa plusieurs jours à se poser des questions sur ce qu'il devait faire. Et, plus il y pensait, plus il se rendait compte qu'il n'avait pas simplement été maltraité dans un aéroport. C'était une forme de discrimination systématique qui touchait non seulement lui, mais aussi de nombreuses autres personnes. Ibrahim avait toujours voulu mener une vie paisible et normale, mais ce jour-là, il comprit que l'injustice ne disparaîtrait pas d'elle-même. S'il ne faisait rien, cela continuerait, et probablement même s'aggraverait. Alors, après de longues nuits passées à cogiter, Ibrahim prit une décision importante. Il allait lutter pour la justice. Non pas en tant qu'individu seul, mais en tant que symbole de ce que beaucoup d'autres musulmans, comme lui, avaient vécu au quotidien. Il savait que son chemin serait semé d'embûches, qu'il ferait face à des obstacles énormes, mais la pensée qu'il pourrait faire une différence lui donnait la force de continuer. La première chose qu'il fit fut de contacter un avocat spécialisé en droit des civilités et des droits de l'homme. Il savait qu'il ne pouvait pas se battre seul contre une compagnie aérienne aussi puissante, mais il était convaincu qu'il pourrait trouver un soutien juridique et une voie légale pour obtenir réparation. L'avocat, un homme dynamique nommé Maître François Lefebvre, écouta attentivement l'histoire d'Ibrahim. « Je comprends votre colère, Ibrahim, dit l'avocat après avoir pris le temps de tout entendre. Ce que vous avez vécu est inacceptable. Mais vous devez savoir que ce type de procès ne sera pas facile. Ce ne sera pas rapide non plus. Les grandes entreprises ont les moyens de faire traîner les choses. » Ibrahim hocha la tête. Il était prêt à accepter les difficultés. « Je comprends. Mais j'ai besoin que justice soit faite. Non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont dû supporter la même chose. » Maître Lefebvre acquiesça. « Dans ce cas, nous allons commencer. Vous devez être prêt à faire face à une longue bataille. Mais si nous avons suffisamment de preuves, nous pouvons les faire tomber. » Le plan était simple. Rassembler toutes les informations possibles sur les incidents similaires, interroger d'autres victimes et documenter tout ce qui avait pu se passer durant ce vol et à l'aéroport. Ibrahim savait qu'il devait aller au-delà de son propre cas. Il devait transformer son expérience en un combat plus large, en une cause que beaucoup d'autres pourraient soutenir. Pendant les jours qui suivirent, Ibrahim se lança dans sa mission avec détermination. Il commença par rassembler des témoignages de personnes ayant vécu des situations similaires dans différents aéroports du pays. Ce travail de recherche était laborieux et épuisant, mais chaque nouvelle histoire qui émergeait renforçait sa conviction. Les témoignages de victimes de discrimination raciale et religieuse étaient nombreux, et bien que chaque personne ait une expérience différente, ils avaient tous en commun ce sentiment accablant d'injustice. Ibrahim contacta aussi des journalistes d'investigation, espérant attirer l'attention des médias sur la question de la discrimination dans les transports aériens. Mais les premiers retours étaient décourageants. Certains journalistes étaient intéressés, mais hésitaient à publier des histoires trop controversées. D'autres étaient sceptiques, pensant que l'histoire d'un seul individu n'attirait pas suffisamment d'attention. Mais Ibrahim ne se laissa pas abattre. Il savait que l'indifférence des médias ne signifiait pas que sa cause était vaine. Bien au contraire, cela renforçait son désir de faire connaître son histoire au grand jour. Un jour, alors qu'il discutait avec un de ses amis proches, Malik, celui-ci lui donna un conseil précieux. « Ibrahim, ce n'est pas juste ta lutte. C'est la lutte de toute une communauté.
Si tu veux vraiment qu'on t'écoute, il faut que cette histoire devienne plus grande. Tu dois aller au-delà de ta propre expérience et la transformer en un mouvement. Fais entendre ta voix. Unis les gens. » Ces paroles résonnèrent profondément en Ibrahim. Il réalisa qu'il avait un pouvoir qu'il n'avait pas encore pleinement exploité, celui de se faire entendre par d'autres qui ressentaient exactement la même chose. Il décida alors de partager son histoire sur les réseaux sociaux, en espérant qu'elle toucherait un plus grand nombre de personnes. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensification de l'activité de Ibrahim. Son message sur les réseaux sociaux avait pris de l'ampleur plus rapidement qu'il ne l'avait imaginé. Chaque fois qu'il partageait un nouveau témoignage ou une mise à jour sur sa situation, les réponses affluaient. Des milliers de personnes réagissaient, partageant leurs propres histoires de discrimination, de préjugés et d'injustice dans des situations similaires. Ce soutien inattendu lui donna une nouvelle force. Mais tout n'était pas facile. Ibrahim savait que pour que sa cause porte fruit, il devait aller au-delà de la simple dénonciation des faits. Il devait se préparer à un combat juridique long et difficile. Ces messages de soutien étaient nombreux, mais la réalité était que les grandes entreprises comme les compagnies aériennes avaient les ressources nécessaires pour étouffer des affaires comme la sienne. Ibrahim n'avait pas l'intention de se laisser faire. Son avocat, maître François Lefebvre, avait pris en charge le dossier et commençait à préparer le terrain pour la plainte officielle. « Il va nous falloir des preuves solides », lui expliqua maître Lefebvre lors de leur rencontre. « Tant que nous n'avons pas d'éléments tangibles, nous ne pourrons pas attaquer la compagnie de manière efficace. Cela prendra du temps. » Ibrahim acquiesça, mais au fond de lui, une impatience grandissait. Il avait l'impression de perdre un temps précieux. Il savait que chaque jour qui passait était un jour de plus dans lequel l'injustice persistait. Toutefois, il savait aussi qu'il devait être stratégique. En attendant, il continua à documenter chaque détail de son expérience. Il lança également une campagne de financement participatif pour soutenir ses frais juridiques et médiatiques. Les contributions commencèrent à affluer. De plus en plus de gens, au-delà des musulmans, commençaient à voir en lui un symbole de la lutte contre le racisme systémique et la discrimination religieuse. C'était bien plus qu'une simple affaire personnelle. Il s'agissait d'un mouvement qui touchait une problématique mondiale, celle du traitement des minorités dans des espaces publics et privés. Ce soutien populaire lui apportait une motivation nouvelle. Un soir, Ibrahim reçut un appel qui allait changer la direction de son combat. Il s'agissait d'un journaliste d'investigation très respecté, François Dupont, qui avait vu ses publications sur les réseaux sociaux. « J'aimerais beaucoup parler de votre histoire, Ibrahim, lui dit le journaliste d'une voix calme. Je pense que ce que vous vivez est symptomatique d'un problème bien plus vaste. Vous avez touché un point sensible, et je crois qu'il est temps que tout cela sorte dans les médias. » Ce fut un moment décisif pour Ibrahim. L'idée d'une couverture médiatique plus large signifiait qu'il pourrait toucher des millions de personnes, et peut-être même provoquer une réaction à l'échelle mondiale. Mais cela venait aussi avec une grande responsabilité. Ibrahim savait que tout ce qu'il dirait pourrait être utilisé contre lui dans le cadre de la bataille juridique. Cependant, il se rappela ses valeurs. Ce n'était pas seulement pour lui, mais pour ceux qui ne pouvaient pas se faire entendre. Le journaliste lui expliqua que son reportage serait publié sur une chaîne de télévision nationale et dans plusieurs journaux en ligne. Ibrahim accepta, mais à une condition, que l'histoire mette en lumière les nombreux cas de discrimination auxquels d'autres personnes avaient été confrontées, et non seulement le sien. Il voulait que l'affaire soit perçue comme une manifestation d'un problème plus vaste, une injustice sociale à grande échelle. La diffusion de son histoire dans les médias eut un effet immédiat. Les discussions en ligne se multiplièrent. Des milliers de personnes s'indignaient de la discrimination raciale et religieuse qu'Ibrahim avait subie. Les journaux publièrent des articles sur son combat et le qualifièrent de symbole de la résistance contre les préjugés dans les transports aériens. Les #, Justice pour Ibrahim et #Stop discrimination de race se répandirent rapidement sur les réseaux sociaux. Mais cette attention médiatique avait aussi des conséquences. La compagnie aérienne, qui avait jusque-là ignoré les critiques, réagit rapidement. Elle publia une déclaration dans laquelle elle exprimait ses plus sincères excuses à Ibrahim et assurait qu'elle prendrait des mesures pour éviter qu'une situation similaire ne se reproduise. Cependant, Ibrahim savait que ces excuses n'étaient qu'un geste superficiel. Ce n'était pas suffisant pour réparer l'humiliation et la souffrance qu'il avait vécue. Il voulait plus. La compagnie aérienne chercha à minimiser l'impact de l'incident, mais les réactions publiques continuaient de se multiplier. Les avocats de la compagnie aérienne contactèrent Ibrahim et son équipe pour essayer de négocier un règlement à l'amiable. Mais Ibrahim n'était pas intéressé par un règlement financier. Ce qu'il voulait, c'était un véritable changement dans la manière dont les compagnies aériennes traitaient leurs passagers,
notamment les personnes issues de minorités. Il voulait un engagement concret pour mettre fin à la discrimination. « Je ne vais pas céder à la pression », expliqua-t-il à Maître Lefebvre. « Je ne me battais pas pour une indemnisation. Je me battais pour un changement réel. Si nous acceptons un règlement à l'amiable, cela enverra le message que la discrimination est acceptable tant qu'il y a de l'argent pour la compenser. Ce n'est pas ce que je veux. » Son avocat, bien qu'ayant des réserves, soutint Ibrahim dans sa décision. « Je comprends votre point de vue. Nous devons aller jusqu'au bout et prouver que vous ne cherchez pas à vous enrichir, mais à changer les choses pour les générations futures. » Ibrahim se sentit plus déterminé que jamais. Il savait qu'il avait une chance de transformer son expérience en une véritable révolution. Mais il avait aussi conscience que cela ne serait pas facile. Il allait devoir se battre contre un système qui était bien plus puissant que lui. Les semaines qui suivirent furent une période de haute tension pour Ibrahim. Il savait que la compagnie aérienne allait tout tenter pour mettre fin à cette affaire sans qu'elle ne devienne un précédent. Mais Ibrahim était déterminé à ne pas se laisser intimider. Il avait maintenant le soutien d'une large communauté de personnes qui croyaient en lui et en sa cause. Les messages qu'il recevait chaque jour étaient un véritable carburant pour son combat. Des témoignages de personnes qui avaient vécu des expériences similaires, des encouragements de ceux qui avaient enfin trouvé quelqu'un pour défendre leurs droits. La couverture médiatique continuait de croître et chaque jour, de nouveaux articles, vidéos et reportages faisaient surface, exposant non seulement ce qu'Ibrahim avait vécu, mais aussi la culture de discrimination raciale et religieuse présente dans de nombreuses entreprises. Une campagne internationale #Stop Discrimination in Airlines avait vu le jour, attirant l'attention de gouvernements et d'organisations des droits humains à travers le monde. Ce qui avait commencé comme une simple histoire de discrimination à l'aéroport était désormais une cause mondiale. Mais à mesure que l'attention médiatique augmentait, Ibrahim commença à ressentir une pression de plus en plus forte. Il se rendit vite compte qu'il ne pouvait plus se contenter de faire entendre sa voix uniquement à travers les réseaux sociaux ou les journaux. Il devait maintenant entrer dans la phase légale de son combat, un terrain où il ferait face à des forces bien plus puissantes. L'issue de cette bataille juridique pourrait non seulement affecter sa vie personnelle, mais aussi avoir des répercussions sur l'ensemble du système des transports aériens. Un matin, alors qu'il se préparait à une nouvelle audience, Ibrahim reçut un appel inattendu. C'était le PDG de la compagnie aérienne qui voulait s'entretenir avec lui. « Ibrahim, dit-il calmement, je tiens à vous dire que nous regrettons profondément ce qui est arrivé. Nous avons pris des mesures internes pour éviter ce genre d'incident à l'avenir. Cependant, nous pensons que la meilleure solution serait un règlement à l'amiable afin de clore cette affaire sans qu'elle ne prenne plus d'ampleur. Nous sommes prêts à vous offrir une compensation généreuse. » Ibrahim prit un moment avant de répondre, laissant le silence s'installer entre eux. « Je vous ai déjà dit que je ne cherchais pas de compensation. Ce que je veux, c'est que vous reconnaissiez l'erreur de votre compagnie et que vous fassiez en sorte que cela n'arrive plus à personne d'autre. C'est ça que je veux. Et si vous n'êtes pas prêt à faire cela, alors il n'y a aucune raison de discuter d'un règlement. » Le PDG tenta de le convaincre, mais Ibrahim était implacable. Il savait que s'il acceptait une compensation financière, il perdrait l'opportunité de changer véritablement les choses. Il n'avait pas traversé cette épreuve pour être payé en silence. Il voulait la reconnaissance et un changement systémique. Quelques jours plus tard, les choses prenaient une tournure inattendue. La compagnie aérienne annonça qu'elle organiserait une réunion publique avec Ibrahim pour discuter de l'incident et des mesures correctives qu'elle comptait mettre en place. Ce fut une annonce qui fit sensation. Les médias, qui avaient suivi de près cette histoire, se préparèrent à couvrir cet événement historique. Un homme musulman confronté à une entreprise géante et maintenant la possibilité d'un dialogue public. Mais pour Ibrahim, ce n'était qu'une étape dans sa lutte. Ce qu'il voulait réellement, c'était une action concrète. Des formations sur la diversité et l'inclusion dans toutes les compagnies aériennes, une meilleure surveillance des incidents de discrimination et des mécanismes pour que les victimes puissent facilement faire entendre leur voix sans crainte de représailles. À l'approche de la réunion, Ibrahim se sentit plus que jamais investi de sa mission. Il était devenu un porte-voix pour une communauté entière, mais il savait aussi qu'il devait faire face à ses propres peurs et doutes. Comment allait-il être perçu lors de cette rencontre? Le PDG allait-il vraiment être ouvert à un changement véritable, ou était-ce juste une stratégie pour clore le dossier et sauver la réputation de l'entreprise? Ibrahim n'en savait rien, mais il était déterminé à donner tout ce qu'il avait pour que la rencontre ne soit pas qu'une simple formalité. Le jour de la réunion arriva enfin. Ibrahim arriva dans une grande salle de conférence, remplie de journalistes, de responsables de la compagnie aérienne et d'avocats. Le PDG, un homme charismatique et souriant, se leva pour accueillir Ibrahim. « Merci d'être venu, Ibrahim, dit-il avec un sourire forcé.
Nous sommes ici pour trouver une solution à cet incident et pour nous assurer que nous pouvons aller de l'avant. » Ibrahim se leva à son tour, son cœur battant la chamade. Il savait que cette rencontre était cruciale, non seulement pour lui, mais pour l'avenir de toutes les personnes qui souffraient de la discrimination dans les transports aériens. « Je vous remercie de m'avoir invité, mais je ne suis pas ici pour trouver une solution rapide, » répondit-il fermement. « Je suis ici pour que vous reconnaissiez la douleur que j'ai subie et la souffrance de nombreuses autres personnes qui sont souvent ignorées. Vous pouvez faire beaucoup plus que simplement offrir une compensation. Vous pouvez changer le système. » Le PDG sembla surpris par la force de la réponse d'Ibrahim, mais il se redressa et hocha la tête. « Nous comprenons votre point de vue, Ibrahim, et nous sommes prêts à écouter vos suggestions. Ce que nous ne voulons pas, c'est que cette histoire devienne un fardeau pour tous ceux qui y sont impliqués. » Ibrahim prit une profonde inspiration et se lança dans son discours. Il parla de la discrimination systémique qui touchait des milliers de passagers à travers le monde, de l'importance de la diversité dans les entreprises et de l'éducation des employés sur les préjugés inconscients. Mais surtout, il expliqua que la véritable justice n'était pas de faire disparaître l'histoire dans l'oubli, mais de s'assurer que les victimes étaient entendues et que des mesures réelles étaient prises pour prévenir de futures injustices. Le silence qui suivit son discours fut lourd. Les journalistes présents prenaient des notes frénétiquement, capturant chaque mot prononcé par Ibrahim. Le PDG regarda autour de la salle, puis posa son regard sur Ibrahim. « Nous comprenons. Et nous allons commencer à travailler sur ces points. Mais cela prendra du temps. Ce n'est pas une solution facile, et il y a beaucoup de travail à faire. Cependant, nous nous engageons à ne pas rester passifs. » Ibrahim savait qu'il n'obtiendrait pas tout ce qu'il voulait en une seule rencontre, mais il était satisfait du progrès. Ce n'était que le début d'une longue bataille, mais il avait réussi à placer la question de la discrimination au cœur du débat public. Les semaines qui suivirent la réunion publique furent décisives pour Ibrahim. L'annonce de la compagnie aérienne d'agir en réponse à l'incident avait été un premier pas, mais Ibrahim savait que cela ne suffisait pas. La véritable épreuve serait dans la mise en œuvre des changements promis. Loin d'être satisfait par de simples paroles, il se lança dans une nouvelle phase de son combat, la pression. Il ne voulait pas que cette histoire devienne une simple histoire médiatique qui se dissiperait avec le temps. Il voulait des actions concrètes. Il commença à multiplier les entretiens avec des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Grâce à ses connexions dans les médias, il parvint à organiser une série d'interviews et de débats télévisés. Ce n'était pas juste pour son image personnelle, mais pour garder l'attention sur son combat. Chaque interview qu'il donnait devenait un point de ralliement pour tous ceux qui avaient souffert de la discrimination, mais n'avaient pas la plateforme pour s'exprimer. Un soir, après une interview particulièrement marquante sur une chaîne d'information, Ibrahim reçut un message inattendu. C'était un email d'un avocat d'une organisation internationale de défense des droits humains. « Monsieur Ibrahim, nous avons suivi votre affaire avec un grand intérêt et nous pensons que vous pourriez bénéficier de notre aide. Nous avons une équipe prête à vous soutenir dans ce combat. Nous croyons que ce cas pourrait avoir un impact mondial. » Ibrahim, à la fois surpris et intrigué, répondit rapidement. Une réunion fut organisée pour discuter de la collaboration. L'organisation était prête à fournir des ressources juridiques et un réseau de soutien international. Cela représentait une énorme opportunité pour Ibrahim. Non seulement il allait pouvoir aller plus loin dans sa lutte, mais il pourrait aussi mettre en lumière les discriminations dans d'autres industries et pays. Lors de leur rencontre, l'avocat de l'organisation lui expliqua « Cette affaire pourrait aller bien au-delà de votre situation personnelle. Si nous gagnons, cela pourrait inspirer des changements législatifs dans les lois concernant la discrimination dans les transports aériens à l'échelle mondiale. Nous pouvons faire de votre histoire un symbole de la lutte pour les droits humains et pour l'égalité. » Ces mots résonnèrent profondément en Ibrahim. Ce n'était plus seulement un problème personnel, c'était une question de justice sociale et de droits humains. Ce qu'il avait commencé à vivre à titre individuel, des millions d'autres l'avaient vécu de manière similaire, mais en silence. C'était maintenant à lui de changer cette réalité. Cependant, le combat juridique n'était pas sans obstacle. La compagnie aérienne, malgré ses promesses publiques, commença à déployer une stratégie de défense plus agressive. Leur équipe juridique passa à l'offensive, cherchant à discréditer Ibrahim et son récit. Ils allèrent jusqu'à publier des rapports internes qui affirmaient que l'incident avait été mal interprété et que les employés avaient agi conformément au protocole de sécurité. De plus, ils commencèrent à exercer des pressions sur les témoins pour qu'ils changent leur version des faits. Ibrahim se sentit pris dans une tempête. D'un côté, la couverture médiatique grandissait et les soutiens internationaux affluaient. Mais de l'autre, il faisait face à des attaques de plus en plus sournoises de la part de la compagnie.
Ses avocats lui expliquèrent que la bataille juridique s'annonçait longue et complexe. Il devait être prêt à faire face à une guerre d'usure. Un matin, Ibrahim reçut une nouvelle annonce. Un groupe de défense des droits humains avait organisé une manifestation de soutien devant le siège de la compagnie aérienne. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées, brandissant des pancartes avec des messages comme « Justice pour Ibrahim » et « Stop discrimination ». Ce soutien populaire commença à créer une pression sur la compagnie. Mais au fond, Ibrahim savait que ce n'était qu'un début. La véritable victoire viendrait si les compagnies aériennes, et peut-être même d'autres industries, commençaient à reconnaître et à réparer les injustices systémiques. L'avocat d'Ibrahim, Maître Lefebvre, eut une rencontre décisive avec le conseil d'administration de la compagnie aérienne. « Nous comprenons que l'opinion publique est contre nous sur ce dossier », leur expliqua-t-il. « Mais nous ne permettrons pas que cette affaire serve d'exemple pour les actions futures. Nous vous conseillons de régler ce cas rapidement, sinon vous risquez de perdre bien plus que ce que vous gagnez en essayant de minimiser les dégâts. » Les négociations devinrent de plus en plus tendues. La compagnie, après plusieurs mois de pression publique et de mauvaise presse, proposa un compromis, un accord de règlement qui inclurait non seulement une compensation pour Ibrahim, mais aussi un programme de formation sur la diversité et l'inclusion pour tous les employés de la compagnie aérienne, accompagné d'une révision des politiques internes. Cependant, Ibrahim avait une autre idée en tête. Il refusa l'offre, sauf si elle était accompagnée d'un engagement public et concret sur les changements à long terme dans l'industrie du transport aérien. « Je ne cherche pas une solution temporaire », dit-il lors de la réunion. « Ce que je veux, c'est que ma situation serve de levier pour que chaque personne discriminée puisse avoir sa chance dans une société égalitaire. Les compagnies aériennes doivent non seulement s'excuser, mais prendre des mesures tangibles. » La réunion se termina dans une impasse. La compagnie aérienne était à la fois sous pression publique et interne, mais elle refusait de se plier entièrement aux demandes de Ibrahim. Pourtant, le courage d'Ibrahim et sa détermination ne faiblirent pas. Il savait que la pression populaire était de son côté, et qu'il avait désormais une plateforme suffisamment puissante pour influencer l'opinion publique et forcer la compagnie à changer. La bataille semblait interminable, mais Ibrahim sentait qu'il n'était plus seul. L'opinion publique était de son côté, et avec le soutien d'organisations internationales et d'autres personnalités influentes, il savait que la compagnie aérienne finirait par céder. Ce combat n'était pas simplement pour une compensation ou des excuses. C'était une lutte pour la dignité humaine, pour l'égalité et pour la reconnaissance des droits des minorités. Certains lient. Let's continue to escalate Ibrahim's fight à effacer even greater obstacle and advance toward his goal. Quelques semaines après la dernière réunion tendue avec la compagnie aérienne, Ibrahim commença à ressentir les effets de cette lutte incessante. La pression médiatique était toujours présente, mais il savait qu'elle n'était pas éternelle. Il avait dû prendre de nombreuses décisions difficiles, et chaque journée semblait apporter de nouveaux défis. Cependant, il avait une conviction profonde, il ne pouvait pas reculer. Il était le visage de ce combat pour la justice, et il savait que ce qu'il accomplirait aujourd'hui pourrait transformer l'avenir de nombreux autres. Mais le chemin était semé d'embûches. Ibrahim comprenait maintenant que, pour faire avancer les choses, il devait jouer son dernier atout, la pression juridique. Il consulta plusieurs avocats spécialisés dans les droits de l'homme pour intensifier sa cause. L'une des suggestions principales qu'il reçut fut de lancer une action collective. Il ne se contenterait pas de se battre pour ses droits seuls, mais de créer un mouvement plus large où les victimes de discrimination dans le secteur aérien, et au-delà, pourraient enfin avoir une voix. Le mois suivant, Ibrahim annonça sur ses réseaux sociaux qu'il avait lancé une pétition mondiale pour que les compagnies aériennes adoptent des politiques plus strictes concernant la discrimination religieuse et raciale. Il invita toutes les personnes concernées à se joindre à sa cause. Rapidement, la pétition devint virale. Des milliers de personnes signèrent en un rien de temps, et des histoires similaires commencèrent à affluer de toutes parts. Des personnes d'origine et de croyances diverses partageaient leurs expériences de discrimination dans les aéroports et les avions. La question était désormais sur la table. Pourquoi, dans un monde globalisé, les compagnies aériennes toléraient-elles encore de telles pratiques? Ibrahim était devenu le leader involontaire de ce mouvement. Mais il savait qu'il n'était qu'un catalyseur, un moyen d'attirer l'attention sur un problème beaucoup plus vaste. Il se rendit vite compte qu'il avait le pouvoir de changer non seulement l'industrie du transport aérien, mais aussi de faire partie d'un mouvement pour la justice sociale à l'échelle mondiale. Cependant, la compagnie aérienne n'avait pas l'intention de se laisser faire. Elle commença à mobiliser ses propres ressources, embauchant des avocats de renom et des experts en gestion de crise pour contrer la campagne médiatique grandissante autour du cas d'Ibrahim. Leur stratégie était de gagner du temps, espérant que l'intérêt du public finirait par s'essouffler. Mais à mesure que la pression augmentait, les dirigeants de la compagnie comprirent qu'ils avaient sous-estimé la détermination d'Ibrahim.
L'histoire de l'homme musulman qui se battait contre une des plus grandes compagnies aériennes du monde devenait un symbole de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Au fur et à mesure que le combat judiciaire avançait, Ibrahim reçut des propositions de plus en plus étonnantes. Des personnalités publiques, des défenseurs des droits humains, des journalistes, et même des acteurs et des célébrités commencèrent à le soutenir publiquement. Leurs déclarations ont permis de maintenir une pression constante sur la compagnie aérienne, et de ce fait, Ibrahim gagna une nouvelle audience. Les voix s'élevaient, les manifestants se réunissaient, et des conférences sur la diversité et l'inclusion étaient organisées dans des universités, des écoles et des institutions gouvernementales. L'impact d'Ibrahim grandissait, et il était devenu plus qu'un simple militant, il était devenu une figure emblématique. Le PDG de la compagnie aérienne, acculé par la situation, décida de prendre une décision radicale. Un matin, une annonce fut publiée sur tous les canaux médiatiques. La compagnie accepterait de régler l'affaire à l'amiable, mais avec une condition. Elle voulait organiser une réunion publique avec Ibrahim pour discuter des mesures qu'elle prendrait pour résoudre cette crise. Ibrahim, tout en sachant que c'était un tournant dans son combat, ne se laissa pas berner. Il n'était pas question de simplement accepter un règlement rapide. Il savait que si cette affaire était conclue trop vite, les véritables changements qu'il recherchait ne se produiraient jamais. La compagnie aérienne voulait avant tout apaiser les tensions et éviter davantage de mauvaise presse. « Ils pensent qu'ils peuvent acheter mon silence », se dit-il. « Mais ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour chaque personne qui souffre de discrimination. » Lentement, il commença à formuler ses conditions pour cette rencontre. Il demanda un engagement public sur la réforme des politiques de discrimination dans les transports, ainsi qu'une série de mesures précises à mettre en œuvre pour les employés. Cela comprenait des formations régulières sur la diversité, la mise en place d'un code de conduite plus strict en matière de respect des croyances et une collaboration étroite avec des organisations externes pour superviser l'évolution des pratiques. La compagnie aérienne, sous pression, accepta de le rencontrer une nouvelle fois. Cette fois-ci, ils étaient prêts à discuter de véritables solutions. Lors de cette rencontre, Ibrahim posa clairement ses conditions, et la compagnie aérienne, n'ayant plus d'autre choix, finit par accepter. Mais ce n'était que la première étape. Ibrahim savait que ce n'était pas la fin. Le travail allait continuer. Il avait pris l'engagement de s'assurer que les changements promis soient bien appliqués. Il se lança dans une série de conférences avec des leaders d'opinion, des experts et des juristes pour étudier les meilleures pratiques qui pourraient être utilisées pour faire avancer la cause des victimes de discrimination dans le monde entier. Le moment le plus marquant fut lorsque la compagnie aérienne annonça, en conférence de presse, qu'elle allait désormais créer un comité pour l'égalité et l'inclusion sous la direction d'un groupe d'experts externes. Ce comité aurait pour mission de superviser les actions de la compagnie pour garantir que des changements systémiques soient mis en œuvre. Ils promirent aussi que toutes les compagnies aériennes du groupe passeraient par une série de formations sur la diversité et l'inclusion, avec un rapport annuel détaillant les progrès réalisés. Pour Ibrahim, c'était une grande victoire. Mais au fond de lui, il savait que la lutte ne s'arrêterait pas là. Le changement qu'il avait commencé à provoquer était plus qu'un simple cas juridique. C'était un mouvement mondial qui pourrait, espérait-il, inspirer d'autres industries à se réformer. Alors qu'il se tenait devant les caméras, prêt à prononcer son discours final, il se souvint de la personne qu'il était avant tout ça. Un homme fatigué et silencieux, qui un jour avait pris un vol pour rentrer chez lui, mais qui, ce jour-là, avait trouvé sa voie. Il savait que chaque victoire, aussi petite soit-elle, faisait une différence. « Ce n'est pas juste une victoire pour moi », conclut-il devant les journalistes. « C'est une victoire pour chacun d'entre vous, pour chacun qui a été victime de discrimination, et pour ceux qui se battent chaque jour pour que le monde soit un endroit plus juste. Ensemble, nous avons montré que le changement est possible,